dit Donald Trump ce soir et ce que dit Benjamin Netanyahou dans une interview diffusée sur ABC. Voilà ce qu'il déclare ce soir. Jamais un dirigeant israélien n'était allé aussi loin sur ce sujet. Le Premier ministre israélien qui n'exclut plus donc d'éliminer le guide suprême iranien. Nous n'excluons pas d'éliminer Khamenei. Comme ça, au moins, les choses sont claires ce soir. Effectivement, je n'aurais pas pu choisir de meilleurs mots. On est passé donc d'une opération militaire désormais à des objectifs politiques assumés, affichés. Non, ne pas exclure le fait qu'on puisse éliminer une certaine personne ne veut pas dire que c'est le but principal d'une opération. Ça veut dire que si ça aide à l'opération, si c'est quelque chose qui peut nous aider à obtenir nos buts militaires, ça se fera, ça pourrait se faire. Pas ça se fera. C'est ce que veut dire exactement le Premier ministre quand il dit ce n'est pas exclu. Il cultive volontairement l'ambiguïté, mais si vous deviez le faire, ce serait pourquoi? À quel moment vous pourriez envisager de le faire? Et dans quel but exact? Franchement, ce genre de décision, je pourrais en parler comme un expert qui vient en parler, mais je suis diplomate et je suis le représentant de l'État d'Israël. Alors je vais essayer justement... Vous savez mieux que moi à quel point on ne peut pas jouer avec les mots dans un moment comme celui-là. Exactement. Donc que veut-il dire lorsqu'il dit cela? C'est un message à Khamenei qui dit « Votre survie n'est pas promis ». C'est tout. Continuez à faire certaines bêtises, continuez à nous attaquer, à nous attaquer nos civils. Si vous passez une certaine ligne rouge, vous serez peut-être aussi sur une liste qui pourrait... Mais ça ne veut pas dire que c'est le but principal de l'opération. Le langage est important. Choisir les mots est important. Le Premier ministre a choisi ces mots. Il a dit que ce n'était pas exclu. Il n'a pas dit ça fait partie maintenant des buts, des cibles de cette guerre, de cette opération. Donc c'est un message direct à Khamenei. Si j'étais Khamenei, c'est comme ça que je le prendrais. Et qu'est-ce qu'il attend de lui? De ne pas tirer sur nos civils, de ne pas toucher nos civils, de ne pas tirer massivement comme il le fait jusqu'à présent sur nos civils. Donc de ne pas riposter à vos frappes? Non, riposter, oui, mais il y a ce qu'on appelle de bonne guerre. Riposter contre les militaires, contre des cibles militaires. Mais vous, aujourd'hui, vous avez mené des frappes israéliennes contre la télévision d'État. Effectivement, c'est la télévision. On va regarder justement ce que ça a donné. Allons-y. Donc vous ne voulez pas qu'ils visent vos civils, mais vous visez des journalistes. Non, c'est une télévision d'État. Vous savez que dans chaque... Bon, quand il y a une guerre, c'est la seule organisation de propagande étatique qui existe en Iran. C'est pas qu'il y a plusieurs chaînes ici, comme en France ou comme en Israël, etc. Il y a une chaîne qui envoie des messages très précis à la population et qui est un organe de propagande. C'est un message aussi. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. C'est la première étape? Je ne sais pas, c'est très possible. Encore une fois, nos buts n'ont pas changé. Nos buts, c'est enlever, nous débarrasser de la menace iranienne. Ça ne veut pas dire que nous ne ferons pas tout ce que nous avons à faire pour le faire. C'est vrai que nous préférons des cibles, les cibles principales sont des cibles militaires. Mais si par exemple le guide suprême continue à donner des ordres d'attaquer nos civils, c'est un message, ça veut dire nous savons faire la même chose. Dans un premier temps, vous avez parlé de menaces existentielles en raison de l'arme nucléaire. Mais là, clairement, on est sur une opération qui a pour objectif de renverser ce régime. Non. Ça n'a pas pour objectif de renverser ce régime. C'est une menace, c'est un message que nous envoyons au régime. Il y a certaines choses qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. Tant que vous resterez dans le cadre de ce qui est permis en guerre, c'est-à-dire de ne pas viser nos civils, nous ferons de même. Nous attaquerons les bases militaires, le programme nucléaire, comme nous l'avons défini d'une façon très claire, et certaines entités étatiques qui sont importantes pour la continuité des opérations militaires iraniennes. Mais si cet affrontement se poursuit de cette manière-là, comme ce à quoi on assiste chaque jour, avec des objectifs ciblés des deux côtés, mais aussi des victimes collatérales, des civils. Si des civils israéliens continuent à être touchés, que ferez-vous? Ce sera la décision du Premier ministre, du ministre de la Défense et du cabinet de guerre. Ce ne sera certainement pas la décision de l'ambassadeur d'Israël en France. Mais vous avez les moyens de vos ambitions? Si nous ne sommes pas rentrés dans cette opération
sans savoir d'une façon catégorique que nous sommes capables de la mener à bout. Que pouvez-vous nous dire à ce stade des résultats des opérations qui ont été menées depuis 3 jours? Où en êtes-vous? Alors, le Premier ministre en a parlé dans l'interview qu'il a donnée il n'y a pas longtemps. On a détruit la moitié, d'après ce que j'ai compris, et encore une fois, vous savez, c'est quelque chose que j'écoutais en chemin, la moitié des drones et des missiles balistiques iraniens. Et nous avons détruit une grande partie du programme nucléaire. Quel est le niveau de la destruction du programme nucléaire, à quel point nous avons réussi et jusqu'à quelle profondeur nous sommes rentrés, c'est encore à vérifier. C'est pour ça que nous continuons l'opération, et nous la continuerons tant que nous ne serons pas sûrs que nous avons réussi à mettre à bout complètement nos projets. Mais là, vous pourriez dire ce soir que ce programme nucléaire iranien est affaibli. Mais dans quelle mesure est-il affaibli? Il est très affaibli, non seulement affaibli, mais très affaibli, parce que ce que nous avons touché, ce que nous avons ciblé, ce n'est pas seulement les infrastructures comme les centrifugeuses, etc., mais c'est aussi les centres de recherche qui étaient sur le programme de l'armement. Donc, et là, ça a été touché d'une façon beaucoup plus significative. Il y a beaucoup de spécialistes militaires qui disent que vous avez les moyens de détruire des bâtiments en surface, mais que vous ne pouvez pas toucher les installations nucléaires stratégiques les plus enfouies et que sans les Américains, vous n'y arriverez pas. Vous savez, c'est très intéressant que des experts stratégiques ou militaires à l'étranger savent exactement quel genre d'armement a Israël, quand même moi, je ne sais pas exactement quels sont tous les armements qui sont à notre disposition. Il faut un peu de modestie dans ce genre de travail. Non, mais il y a des gens, des spécialistes dont c'est le métier. Oui, mais ça peut être leur métier, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent ce dont ils parlent, excusez-moi. Et en l'occurrence, ils font référence, Elsa Vidal, à une bombe en particulier, une bombe américaine. On n'arrête pas d'en parler, cette bombe. Cette bombe américaine qui permettrait de frapper au moins 60 mètres de profondeur, et même dans ce cas-là, il y aurait une incertitude. Moi, la question que j'aimerais vous poser, on dit souvent qu'Israël peut faire perdre du temps à l'Iran et pas éradiquer le programme. Parlons une seconde de cette bombe. La bombe dont on parlait, c'était une bombe qui a été développée par les Américains il y a 10 ans. Oui. Il y a un peu plus de 10 ans de cela. Obama, quand à la fin des négociations avec les Iraniens, voulait montrer aux Iraniens qu'il avait une option militaire, donc il a testé cette bombe juste à la fin des négociations. Exactement il y a 10 ans, en 2015, c'était plus ou moins, si je ne me trompe, en mars 2015 qu'il a testé pour s'envoyer un message aux Iraniens. Voilà l'alternative. 10 ans, c'est une longue période pour un pays qui... Donc vous dites qu'en ces 10 ans, vous avez peut-être mis au point une technique qui vous permettrait de supplanter les Américains. Tout ce que je dis, c'est que les experts devraient être plus modestes dans leur... disons, dans les déclarations qu'ils font au sujet des capacités de pays dont ils ne connaissent pas exactement les capacités. Lorsque Benjamin Netanyahou dit ce soir, oui, affirmatif, les Américains nous aident, à quoi fait-il référence? À la défense. Et c'est tout? Oui. Est-ce que ça pourrait aller au-delà? C'est une question que vous devez poser au président Trump. Un dernier mot avant d'aller retrouver notre reporter. Que dites-vous à ces Iraniens qui sont en train de fuir par milliers, Téhéran, mais d'autres villes iraniennes? Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, ce soir, les frappes israéliennes vont s'intensifier sur l'Iran? Factuellement, oui. Factuellement, le porte-parole de l'armée israélienne, de l'armée de défense israélienne en farsi, a annoncé qu'il proposait aux Iraniens vivant dans une certaine région de Téhéran de quitter cette région le plus rapidement possible. Alors je pense que oui, factuellement, il y aura une intensification des attaques dans ce quartier. On va aller au salon du Bourget, qui est le salon de l'aéronautique, où une polémique en marge de ce conflit s'est invitée. Rebecca Blanc-Lejouche, vous êtes sur place pour le 20h BFM. Racontez-nous tout d'abord ce qui s'est passé exactement. Eh bien, 5 stands israéliens ont été cachés par des panneaux noirs pour ne pas exposer leur matériel offensif. Et 2 versions s'opposent. Des entreprises israéliennes, elles, disent qu'elles n'ont pas été prévenues et dénoncent une décision abusive de la part du gouvernement français. Et le Premier ministre, lui, assure qu'il a été convenu au préalable, lors de pourparlers, d'interdire l'exposition du matériel offensif israélien. Écoutez François Bayrou, le Premier ministre, qui était présent au salon du Bourget tout à l'heure. Étant donné les choix diplomatiques de la France, notamment l'inquiétude ou en tout cas le très grand souci à l'égard de Gaza,
nous ne pouvions pas ne pas montrer qu'il y avait une certaine distance qui faisait que nous ne pensions pas acceptable que des armements offensifs soient dans un salon comme cela. Et comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, eh bien on a provisoirement, j'espère, fermé les stands. Et on a bien senti évidemment que c'est un sujet sensible aujourd'hui au Salon du Bourget pour le premier jour des expositions. Et les organisateurs du salon, eux, nous ont expliqué que les entreprises israéliennes ont eu peu de temps pour retirer leurs armes offensives, d'où l'installation de ces panneaux noirs, le temps de trouver une solution. Merci beaucoup Rebecca, merci à Margot Vizade qui est avec vous sur place. Chaque pays donc donne sa version des faits. Suite à cette polémique, le porte-parole du ministère de la Défense israélien a parlé de décision antisémite de la France. Vous diriez la même chose? C'est une déclaration qui a été faite par le porte-parole du ministère de la Défense. Ce n'est pas ma déclaration. Mais quel est votre avis? Si c'est une décision antisémite? Sur ce sujet, oui. Je pense que c'est une décision qui n'aurait pas dû être prise. Est-ce que c'est une décision antisémite? Je choisis mes mots comme je voudrais les choisir et je dis d'une façon très claire, je pense que c'est une décision qui n'aurait pas dû être prise et je n'ajoute pas à cela autre chose. Donc c'est non. Mais qui dit vrai du coup dans cette affaire? Chacun défend sa version? Effectivement. Vous avez l'air un peu embarrassé. Non, je ne sais pas que je suis embarrassé, c'est que c'est moi qui ai eu ces conversations et j'ai trop de respect pour mes collègues français pour en parler sur un plateau. Il peut y avoir contestation au tribunal pour des stands interdits comme cela. C'est très possible, effectivement. Si je ne me trompe, il y a déjà une décision qui a été prise par la Chambre du commerce France-Israël d'aller vers les tribunaux. L'ambassadeur iranien en France sera ce soir sur le plateau de BFM TV dans notre spécial avec Maxime Switek et Perrine Storm. Si vous deviez lui faire passer un message, lequel serait-il? J'ai écouté les différentes interviews qu'il a données et c'est vraiment très intéressant. Il a dit par exemple, premièrement, que l'Iran n'a aucun problème avec Israël, veut vivre en paix avec Israël. Alors il devrait écouter les déclarations de son guide suprême. C'est une proposition que je lui fais. La seconde proposition que je lui ferai, c'est qu'il a dit que l'Iran n'avait jamais eu l'intention de développer l'arme nucléaire. Je l'invite à venir en Israël et nous avons emprunté aux Iraniens un archive nucléaire et je l'invite à venir y jeter un coup d'œil. Parce que là, il y a des documents et des tonnes de documents qui prouvent exactement que l'Iran avait l'intention, avait décidé, avait fait le choix de développer 5 bombes nucléaires qui devaient être placées sur 5 missiles et de chaque bombe nucléaire devait être de 10 kilotonnes chacune. Et donc, il se ferait bien de ne pas répéter disons, d'une propagande sans vraiment rentrer dans les sujets. Je pense qu'il vous répondrait la même chose. Mais en tout cas, le message est passé.